Bonjour. En ces périodes difficiles de confinement, écoutez, je vais vous parler un petit peu de littérature, de livres et me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Pierre Brolé, je suis romancier depuis maintenant presque 10 ans. Et avant de vous lire une nouvelle que j'ai pu publier aux éditions Alenia pour une anthologie, je vais vous parler un petit peu de mon parcours littéraire, de ce que j'aime et ce qui me motive dans l'écriture et les différentes aventures auxquelles j'ai participé sur différents romans. L'Enfant du cimetière, qui est un conte, qui est un conte gothique, fantastique, qui a été réédité aux éditions Sema il y a de cela maintenant 2 ans, et qui marche très fort. Donc c'est un roman jeunesse, mais pas que. On a ensuite Cataconville, qui est sa suite directe. Euh, Toujours pareil, on retrouve les mêmes ambiances, même si le premier était écrit à la base comme un one-shot. Par la force des choses et au vu de la demande des lecteurs, du succès, j'ai écrit une suite et le troisième est en préparation. On a aussi un roman fantastique, Le Manard aux Esprits, qui est un petit peu un mélange, si vous aimez bien les ambiances à la Indiana Jones, Da Vinci Code, vous serez servi. Euh, voilà, donc ça traite d'un mystérieux manoir, d'un mystérieux héritage, et avec tout ce que ça comporte dans ce type d'histoire, hein, d'espace hanté, de spectres, d'intrigues. Voilà, donc alors c'était aux éditions JPL, malheureusement le livre est en rupture de stock, mais il devrait reparaître bientôt chez un nouvel éditeur. J'ai écrit aussi un roman de dark fantasy, donc comme on peut voir, j'aime bien m'essayer à différents genres. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est en rupture de stock malheureusement. Il doit m'en rester quelques-uns, mais ça devrait aussi paraître chez un éditeur en réédition. Donc c'est un peu de road movie, si vous aimez les ambiances un peu, voilà, on va dire un mélange, on va dire Game of Thrones et Mad Max, c'est un peu ça. J'ai aussi publié un petit recueil de nouvelles aux éditions La Clé d'Argent, 15 nouvelles fantastiques, il y a 2 inédites. Et à la base, c'était des textes parus dans plusieurs anthologies, donc Dark Run, hein, recueil de nouvelles. Et donc, du coup, avec La Clé d'Argent, on a décidé d'en faire un recueil pour pouvoir compiler tous ces textes qui ont été publiés dans différentes anthologies. Euh, voilà. Donc, le recueil a eu quand même été à l'époque sélectionné pour le prix Masterton et le prix Bob Moran. Bon. Et puis, on en est, je crois, à la deuxième réédition. Autre chose aussi, le Repère du loup et autres nouvelles, qui est un peu comme Dark Run, donc c'est un petit recueil de nouvelles, mais qui est surtout axé sur l'histoire du petit chaperon rouge, qui raconte ce conte, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, où finalement le grand méchant loup c'était un chef SS, et je montre l'horreur de la guerre à travers le regard d'une petite fille de 8 ans qui, par la fenêtre de sa chambre, elle voit la nuit des feux d'artifice et elle voit des bombardements et elle croit que ce sont des feux d'artifice. Voilà, comment montrer cette horreur de la guerre à travers justement la naïveté, la jeunesse d'une jeune fille. Voilà. Et vous avez en plus à l'intérieur des illustrations faites par Jinko, une illustratrice vietnamienne qui a fait un travail vraiment fabuleux. J'ai créé aux éditions La Madelière, qui malheureusement n'existe plus, Incursion, qui est un mélange de genres, un roman qui est un thriller d'anticipation saupoudré de fantastique. Donc si vous aimez bien les ambiances à la Blade Runner, je pense que vous aimerez ce roman. Et puis en dernier roman, j'ai écrit aussi du polar noir aux éditions, c'était il y a quelques années déjà, aux éditions Mosésu, Atelier Mosésu. Donc Les Corps tombés du ciel, c'est du polar noir, qui est en fait une série à la base créée par Sébastien Mousse, l'embaumer. Et j'en suis au 12e, c'était le 12e volume. Alors je crois que le livre, il a été réédité en numérique chez French Pulp Edition. Et je ne sais pas s'il y aura un retirage papier. Pour l'instant, j'en sais rien.
Et puis, alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai écrit aussi des nouvelles qui sont dans plusieurs anthologies, notamment aux éditions Luciférine, entre autres, mais aussi aux éditions Lénia, et j'ai participé depuis 3 ans sur l'anthologie du Salon Fantastique. Et là, c'était pour celui d'il y a 2 ans, l'anthologie Dracon, justement, qui traite sur les dragons. On est plusieurs auteurs à avoir participé à cette anthologie. Vous avez des auteurs fameux comme Fabien Clavel, Estelle Faye, pour ne citer qu'eux. Et j'ai eu la chance de participer et d'écrire un petit texte qui s'appelle d'ailleurs Dragon d'Émeraude. Et je vais de ce pas vous la lire. La guerre des réalités faisait rage depuis tellement d'années que la mémoire des hommes avait effacé le jour de son commencement. Elle avait détruit notre monde, ou presque. Malgré le désastre, quelques survivants se battaient pour tenir la passerelle, là où convergeaient les univers multiples. Les dernières factions résistaient, mais pour combien de temps encore? Le halo électrique scintillait par intermittence au-dessus de ce qui fut autrefois le panneau publicitaire d'un abri de bus. De vieux journaux déchirés voltigeaient à quelques centimètres du sol, pour parfois jouer à saute-mouton avec un banc public ou les escaliers d'une bouche de métro. Dans ce décor apocalyptique et crépusculaire, un jeune garçon résistait aux assauts répétés des armées du temps en restant tapi sous la carcasse d'un véhicule ou en se cachant dans une benne à ordures quand celle-ci n'était pas trop pleine ni trop odorante. L'enfant ne devait sa survie qu'à son sens aigu de la discrétion. Il n'avait jamais connu ses parents, ignorait s'il avait des frères et sœurs, n'avait aucun souvenir d'une quelconque personne l'ayant jamais éduqué ou même aidé. Du haut de ses 13 ans, il avait appris à se débrouiller seul, à se méfier des hommes et surtout de ceux qui se retrouvaient catapultés dans ce monde par la passerelle. Ils arrivaient de toutes les époques, aussi bien du passé que du futur, et personne ne pouvait contrôler cet afflux aléatoire en provenance d'univers parallèles où la Terre était devenue le champ de bataille d'un affrontement éternel et absurde. La nuit tombait, et le garçon savait quel serait son allié. Le moment propice pour risquer une sortie et partir à la recherche d'un point d'eau et l'espoir de se remplir la moitié de l'estomac avec un rat crevé ou une chauve-souris rachitique. Mais cet atout avait son revers, car au cœur de l'hiver, l'obscurité rendait le froid encore plus mordant, même avec ses fourrures de chat sur ses épaules et une paire de Rangers, trop grande, fourrée de papier de journal. Et pour ne rien arranger, il se mit à neiger, abondamment. Tss. L'enfant sursauta, et le couvercle de la benne dans laquelle il se tenait faillit se rabattre sur sa tête. Tss. Ken Hans Dankind. Le garçon ne comprenait rien à cette langue étrange. Il y risqua un œil en soulevant légèrement la plaque de métal. Il vit alors un homme avec une grosse moustache et un casque à pointe. Il portait des bottes, un uniforme kaki et un fusil à baïonnette qu'il tenait fermement. Si l'homme n'inspirait pas la sympathie, il ne montrait cependant aucun signe d'agressivité. Son attitude hésitante semblait indiquer qu'il avait peur. L'enfant finit par sortir de sa cachette, et lorsque ses pieds touchèrent le trottoir, le soldat lui fit un geste avec son arme de se rapprocher. Le garçon hésita. Peut-être un piège. Peut-être pas. Come here. L'homme était insistant, mais l'enfant ne bougea pas. Quelque chose n'allait pas. Cette fois, le soldat se précipita vers lui. Il ne fit pas 2 pas qu'il s'écroula, foudroyé par plusieurs flèches, lui transperçant la gorge et le thorax. Par réflexe de survie, le garçon se jeta à terre et ferma les yeux. Il attendit, mais la mort ne vint pas. Il risqua un œil, puis se redressa lentement
devant les 6 hommes qui se tenaient devant lui. Pour en avoir vu dans des bandes dessinées, lors de visites nocturnes dans des librairies et kiosques abandonnés, il reconnut sans peine les peaux-rouges d'Amérique. Ils arboraient fièrement leurs coiffes serties de plumes et les peintures ocre sur leur visage. Tous avaient des arcs et montaient de puissants mustangs sans selle. L'un d'eux, sans doute le chef, descendit de sa monture et s'agenouilla à hauteur de l'enfant. « Moi connaître ta langue. Mon nom est Buffle apaisé. » L'Indien lui tapota le torse avec son doigt. « Toi, petit homme blanc, quel est le tien ?» Le garçon resta muet. S'il comprenait chaque mot de son interlocuteur, il était bien incapable de lui répondre. L'Indien lui sourit. « Tu m'entends, mais tes pensées ne sortent pas de ta bouche. Tu es né sans la parole. Alors, je vais te donner un nom. » Il lui frotta les mèches blondes sur son front. « Tu seras œil parlant, car ton regard en dit plus que bien des bavards. » Soudain il se leva, tous ses sens à l'affût. Il oublia l'enfant et remonta sans plus attendre sur sa monture, avant de hurler des mots dans une langue qu'il ne comprenait pas. Aussitôt les Indiens pressèrent leur monture et ils s'enfuirent dans la nuit sans se retourner. L'enfant comprit alors l'empressement des peaux-rouges. Volant à quelques mètres au-dessus du sol, il vit arriver d'étranges vaisseaux argentés qui tiraient des lasers en direction des fuyards. Pour le jeune garçon, qui n'avait rien connu d'autre que l'absurdité de ce monde, était devenue la règle, la normalité qui allait tôt ou tard réduire à néant les derniers représentants de notre présent. Quand le passé et le futur s'entrechoquaient, il ne restait guère de place pour cette vie qui construit l'avenir sur le socle de l'histoire et de l'instant. L'enfant vit disparaître les disques de métal derrière 2 immeubles en ruine et entendit dans le lointain une explosion qui illumina le ciel d'un feu d'artifice aussi somptueux qu'éphémère. Il resta exactement là où quelques instants plus tôt le chef indien lui avait donné un nom, œil parlant, le premier qu'il n'avait jamais eu. Il se tourna vers les bennes à ordures, trop tôt pour y retourner. Son ventre criait famine. Il devait apaiser sa soif. Boire la neige fondue serait sa dernière option, car les flocons qui tombaient du ciel étaient contaminés par l'atmosphère saturée des particules noires. Le garçon se mit en marche, en se faufilant entre les carcasses de véhicules et immobilier urbain afin d'éviter toute mauvaise rencontre. Il s'arrêtait régulièrement pour écouter et ne repartait seulement que lorsqu'il n'entendait plus que sa propre respiration. L'horloge rouge au-dessus du Louis XX, qui fonctionnait toujours, indiquait presque 22 heures. L'enfant s'arrêta. Quelque chose venait d'attirer son attention. Il se retourna. La rue perpendiculaire derrière lui. Quelque chose clochait. Il revint sur ses pas et emprunta la voie étroite. Il la connaissait pour s'y être aventuré 2 ou 3 fois. Elle était sans issue, et pour mémoire, il n'avait jamais trouvé aucune nourriture de ce côté-là. De plus, les appartements n'étaient plus que des taudis où pourrissaient des cadavres d'animaux domestiques et parfois d'humains. Pourtant, au bout de cette impasse, il vit une lumière vacillante, un feu. Qui pouvait bien bivouaquer et s'exposer ainsi à une mort certaine? Probablement un fou. L'enfant hésita. Il humecta l'air et fut bouleversé par la délicieuse odeur qui envahit ses narines. Il n'avait pas senti cela depuis des mois. Il saliva aussitôt et son ventre grogna. On grillait de la viande. Encore un piège. Mais la faim l'emporta sur la raison qui lui ordonnait de fuir. Il décida qu'il s'approcherait du foyer en longeant les murs très lentement. À la moindre alerte, il rebousserait chemin. Le garçon vérifia que personne ne l'avait suivi et s'engouffra dans la ruelle. Il se mit alors à neiger, rendant la visibilité presque nulle.
Tcha ! L'enfant s'arrêta. Ne venait-il pas d'entendre un éternuement? Il reprit sa marche, plus prudent que jamais. À la faible lueur du feu, il commença à discerner un homme assis, adossé contre une façade en briques, frottant ses mains à proximité des flammes. Il tournait de temps à autre une broche ou grillait ce qui ressemblait à une volaille. L'enfant était tout proche. Il se demandait comment l'individu ne l'avait pas encore aperçu. Soudain, l'homme se leva, braquant un fusil dans sa direction. « Salopard !» Le garçon n'eut pas le temps de plonger à terre que le coup de feu partit. Il entendit un bruit sourd derrière lui. L'enfant se retourna et vit un individu avec le crâne explosé, gisant dans une mare de sang et des morceaux de cervelle sur le sol enneigé. Sa peau était mate, il portait une armure d'un autre temps. Un guerrier mongol du XVIIe ou peut-être XIVe siècle, je ne sais pas, probablement sous l'ère de Gengis Khan. L'homme venait de baisser son fusil. L'enfant l'observa impressionné par la carrure imposante de celui qui venait de lui sauver la vie. Malgré son grand âge, ses épaules étaient puissantes, son regard déterminé et sa barbe hirsute. C'est étrange. Depuis quelque temps, les incursions du passé se font plus nombreuses que celles du futur. À croire que notre avenir n'est plus aussi prolifique que notre histoire. Le garçon écoutait le vieil homme, sans bouger, silencieux. « Tu ne sembles pas bavard, toi. Approche, tu dois avoir faim. » L'enfant ne se fit pas prier. Il s'avança et lorsque l'homme arracha un morceau de poulet pour le lui tendre, il se jeta dessus et dévora l'offrande inespérée. « Du calme, petit, du calme, prends ton temps. Mastique bien, voilà, ou tu vas te rendre malade. » Mais l'enfant resta sourd à ses conseils. Il finit par s'asseoir à côté de l'homme et but avidement l'eau dans la gourde qui lui passa. Le garçon rôta, ce qui fit rire le vieil homme. Jamais il n'avait eu le ventre si rempli. « Te voilà mieux, n'est-ce pas ?» Devant l'absence de réponse, l'homme tendit sa main. « Karl, ancien légionnaire et combattant pour la Ligue du Monde Nouveau. » L'enfant lui serra la main puis baissa la tête. « Je vois. Peut-être bien qu'on t'a coupé la langue. » Il reprit sa position en s'adossant contre le mur. Il souffla longuement. Ses forces semblaient le quitter, car il fermait les yeux et sa tête penchait, lentement. Le garçon s'approcha un peu plus. L'homme s'était-il endormi? Soudain, une singularité attira son attention. Une lumière semblait pulser dans la poche droite du manteau de Karl. Il s'assura que le vieil homme avait toujours les paupières closes, et avança sa main vers la mystérieuse émanation. « Bon !» Le garçon sursauta, tandis que l'homme, éveillé, n'en pouvait plus de rire. « Je t'ai bien eu, hein, à vous !» L'enfant avait bondi en arrière et restait recroquevillé près du feu, son regard fixé vers Karl et ses étranges manières. « Ah oui, j'oubliais, tu ne causes pas. » Il fouilla dans sa poche et sortit un petit objet qui brillait par intermittence, d'une intense lumière verte, comme un cœur qui bat dans la nuit froide et solitaire. « Tu as devant toi, mon garçon, le feu sacré. Voici Arcantia, le dragon d'émeraude. » Peu rassuré, le garçon restait en retrait. « Tu ne risques rien, regarde. » Cette fois, la curiosité l'emporta sur la crainte, et l'enfant tendit la main vers la figurine. Il hésita, puis posa son doigt sur une des ailes du dragon. « Prends-le, il est à toi. » L'objet était chaud, mais pas brûlant. Il sentit quelque chose pulser comme un pouls. La figurine était vivante. L'enfant détacha son regard du dragon d'émeraude et les posa sur l'ancien légionnaire qui montrait des signes d'affaiblissement. Karl redressa la tête pour adresser un sourire forcé au garçon. « Tu dois te demander pourquoi je suis là, hein? Il faut être fou pour s'exposer ainsi. Une cible facile, à la merci du premier troubleur de fête venu. » Doucement, il retira un pan de son manteau. Le garçon vit un pansement noircir au niveau du foie.
Sale blessure, je ne le fais pas dire. Il referma son manteau et fouilla dans son sac à bandoulière. Il en sortit un paquet de Marlboro et s'alluma une cigarette en s'approchant du feu. On y est, petit. Il pompa sur le filtre, puis expulsa la fumée par ses narines. Mais pour moi, le chemin s'arrête là. Le garçon fronça les sourcils, ne comprenant pas le sens de ces mots. Je vais crever, si proche du but. C'est con. L'enfant voulut lui rendre le dragon d'émeraude, mais l'ancien légionnaire repoussa gentiment la main tendue. La passerelle est là, enfin. Je sais où aura lieu la prochaine conjonction. Il toussa plusieurs reprises et cracha du sang. Le mur où je suis adossé n'est pas réel. Je veux dire que les briques ne sont pas scellées. Un bon coup de pied et elles s'écroulent, libérant le passage. Il regarda sa montre. J'ignore si je suis le plus chanceux ou le plus malheureux de la terre, mais tu ne pouvais pas mieux tomber, mon garçon. Il est 22h34 et dans précisément 46 minutes, la passerelle apparaîtra. Et je ne sais quelle armée du passé ou du futur en sortira. Tu auras quelques secondes pour agir, avant que le flux ne se disloque, libérant ses soldats d'un autre espace-temps. Sa toux reprit, plus violente cette fois. Il me resterait peu d'instants à vivre. Écoute, ne brise ce mur derrière moi qu'au dernier moment. Et il faut. Ses yeux se fermèrent et sa tête s'inclina doucement. Le garçon le secoua alors de toutes ses forces, paniqué à l'idée de se retrouver seul, abandonné. L'homme ne devait pas partir, pas maintenant. Le vieil homme finit par revenir à lui. Lorsque tu verras le flux, tu devras alors jeter Arcantia dans la lumière. L'enfant n'arrêtait pas de le secouer. Il vit alors du sang couler sur le coin de ses lèvres. Dans un dernier souffle, l'homme réussit à dresser un sourire au garçon. Quand les réalités déraillent, le seul remède est d'y introduire un peu d'imaginaire. Il ne dit plus rien. Tout son corps se coucha sur le côté. Il venait de partir pour le grand sommeil. Instinctivement, le garçon se sentit totalement investi de la mission que le vieil homme venait de lui confier. Il s'approcha de Karl et retira sa montre qu'il mit à son poignet. Dans moins de 40 minutes, il devrait agir. Les briques finirent par céder, libérant un passage suffisant pour que l'enfant puisse s'engouffrer à l'intérieur de l'immeuble. Il jeta un œil sur le cadran de sa montre. Encore 3 minutes à patienter et la passerelle devrait apparaître. Il découvrit une vaste pièce ouverte par de larges baies vitrées qui, par la nuit claire, apportaient suffisamment de lumière pour que le garçon distingue l'ensemble du lieu. Aux appareils disposés ici et là, il en conclut qu'il a un ancien gymnase. Il fit quelques pas et ses pas résonnaient sur le parquet poussiéreux et froid. Plus que 2 minutes. Son cœur battait fort. Il se retourna, tous ses sens en alerte. Quelque chose reniflait dehors. Des chiens errants, peut-être. Il pensa à Karl, le seul qui ne lui avait jamais tendu la main et qui servirait pour son ultime voyage de repas aux bêtes affamées. 1 minute. La passerelle se matérialisa, enfin. Alors, sans se poser de questions, il ouvrit sa main et regarda une dernière fois le dragon d'émeraude. Ses yeux s'agrandirent d'étonnement lorsque la figure s'anima. Le garçon n'eut pas à le jeter dans le flux, car la petite créature déploya ses ailes et s'envola d'elle-même vers la passerelle. L'ancien légionnaire s'était bien gardé de lui dire qu'Arcantia avait une vie propre. Peut-être l'ignorait-il tout simplement. Le dragon d'émeraude plongea alors dans le miroir où convergeaient les univers multiples. Une explosion de lumière irradia la pièce, balayant tout sur son passage.
au-delà de l'immeuble, au-delà de la rue, au-delà de la ville, bien au-delà du pays. Quand les réalités déraillent, le seul remède est d'y introduire un peu d'imaginaire. Œil parlant se réveilla, ébloui par les rayons du soleil, qui passaient par l'ouverture du tipi. Il s'étira et sortit de la tente, joyeux. Le garçon vit alors Buffle apaisé, la tête levée vers le ciel limpide. Il se retourna en entendant arriver le garçon. « Tu arrives au bon moment, regarde !» Il vit alors le dragon d'émeraude planer, la membrane de ses ailes si large qu'elle couvrit une demi-seconde de soleil. Le chef indien se baissa au niveau de l'enfant. Ses yeux suivaient le vol de l'immense créature qui s'éloignait et finit par disparaître derrière les montagnes ocres. Buffle apaisé secoua les mèches blondes du garçon qui avait plein d'étoiles dans le regard. Terra n'a jamais été aussi belle depuis que les réalités ont disparu. Maintenant, nous voilà libres, comme Arcantia, comme le pouvoir de notre imagination. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment à travers la lecture de cette nouvelle. J'espère que ces moments vous auront fait un peu oublier les étranges moments que nous vivons, ces moments un peu irréels où finalement on se rend compte que dans les moments difficiles, le rêve que peut nous apporter un livre, une lecture, une histoire, peut nous redonner espoir. Voilà, c'était ma petite contribution pour vous, auditeurs. Voilà. Et puis je remercie les éditions Elenia pour cette opportunité de présenter mes ouvrages et puis une de mes nouvelles. Voilà. Et puis je vous dis à moi très bientôt, peut-être à de futurs salons ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, vous savez que j'y suis. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci et à bientôt. Au revoir.